Manaono, salam! Je suis Sambach et je vais vous emmener avec moi en voyage sur une île magique et magnifique que vous devez connaître de toute urgence, Madagascar. Originaire de cette belle île, située dans l'océan Indien, j'ai pris conscience que notre jeune génération malgache connaissait peu ou pas notre pays, nos cultures, voire l'histoire de Madagascar. J'ai donc décidé de lancer ce podcast, nouveau média en vogue, qui ne nécessite ni lecture ni visualisation, pour vous faire découvrir tout ce que j'estime nécessaire pour enrichir notre savoir sur ce pays. Bonne écoute! Mon invité d'aujourd'hui est un jeune entrepreneur version 2.0. Plus considéré comme appartenant à la génération millennials, mais pourtant avec le même état d'esprit, Miinj représente l'entrepreneuriat imaginé par les jeunes d'aujourd'hui. Digitalisé, bienveillant avec ses employés et surtout formateur, il croit en l'avenir de Madagascar, mais surtout en les jeunes Malagasy. Après avoir passé toute son adolescence à Madagascar, il décide de rejoindre une école de commerce française à Toulouse. En résumé, c'était les plus belles années de sa vie. Pourtant pas à l'abri des galères et tracas de la vie étudiante, Miinj ne laissera pas tomber et gardera en tête qu'il lui en faut plus pour se relever. Une fois son diplôme en poche, il retourne à Madagascar pour lancer sa boîte. Après plusieurs échecs, il déniche enfin le business gagnant, le contenu digital. Pour ceux qui n'y connaissent pas grand-chose en marketing, le contenu digital, c'est tout ce que vous pouvez lire sur un site. Fiche descriptive d'un produit, article publié ou le contenu du site en lui-même, qui vous explique pourquoi cette marque est géniale. Dans cet épisode, on a abordé entre autres les questions suivantes. Pourquoi entreprendre à Madagascar ? Comment crée-t-on son entreprise à Madagascar ? Quelles sont les opportunités existantes ? Pourquoi investir dans la culture d'entreprise est si importante aujourd'hui ? Bref, un épisode intéressant qui vous permettra de mieux comprendre le système entrepreneurial à Madagascar. Je vous invite à faire un petit tour sur le LinkedIn de Miinj, que vous trouverez dans les notes de ce podcast, si vous souhaitez échanger avec lui ou tout simplement faire appel à ses services. Bonjour Miinj, comment vas-tu ? Bonjour Sam, je vais bien et toi? Oui, ça va très bien, merci. Déjà, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui sur le podcast. Donc, si je t'ai invité aujourd'hui, c'est pour que tu nous parles un peu de l'entrepreneuriat à Madagascar. Et tu es dans un secteur qui D'accord. est aujourd'hui, dont on parle beaucoup, qui est le contenu digital. Donc, je suis vraiment contente de t'avoir aujourd'hui. Donc, pour commencer, j'aimerais que tu te présentes aux auditeurs. Donc, tu nous dises ton prénom, ton âge, où est-ce que tu habites et quelle est l'entreprise que tu diriges aujourd'hui. Ok, donc merci Sam de m'avoir proposé de participer à ce podcast. Donc moi, donc, je suis bien Gérard Arson, j'ai 43 ans, je Mhm, suis marié, j'ai une petite fille de 18 mois. mhm. Je suis entrepreneur, je suis CEO d'une agence digitale donc, spécialisée dans la création, la production de contenu pour le web, D'accord, donc en offshore. d'accord. Donc je suis né et j'habite à Madagascar. J'ai fait Mhm, toute ma scolarité ici. Et mhm, ensuite, après le bac, je suis parti en France. mhm. Donc j'ai fait une école de commerce à Toulouse et ensuite je suis allé en Alsace, à Strasbourg, où j'ai fait des études en management hôtelier. Voilà. Et puis donc j'aime voyager, voilà, j'aime la nature, j'aime la gastronomie. Et puis je lis un peu de temps en temps. Voilà. D'accord, parfait. Voilà. Et justement, concernant ton départ pour la France, tu nous as dit que tu avais grandi et que tu as vraiment fait toute ton adolescence à Madagascar. Déjà, j'aimerais savoir comment s'est passée cette transition, pourquoi tu as choisi la France et pourquoi tu as atterri à Toulouse. Ben, en fait, je ne sais pas s'il y avait un choix particulier par rapport à la France. Mhm, C'était un peu c'est peut-être lié par rapport au fait qu'on est, on est Madagascar, est une ancienne colonie française, donc c'était un peu naturel hein, de se dire mhm, voilà, partir en France parce que voilà, on est un pays francophone, on parle français, donc mhm. c'était une évidence. D'accord. Donc ensuite, le choix de Toulouse, c'est parce que ma sœur était déjà installée sur place. Et donc moi, j'ai fait, enfin, à l'époque, j'ai fait plusieurs inscriptions dans diverses écoles, à la fac et tout ça. Et puis Mhm. finalement, j'ai reçu des inscriptions à Toulouse, donc dans cette école de commerce. Et voilà, je suis allé à Toulouse.
Donc ça s'est fait comme ça. D'accord. Et qu'est-ce que tu en as pensé de ton expérience en France? L'intégration, la scolarité, parce que j'imagine que c'est vraiment deux pays complètement différents. Déjà, quelle image avais-tu de la France avant de partir? Bah, en fait, moi, je suis déjà venu en France quand j'étais petit, hein. Après, Mhm, bon, j'ai gardé on va dire, j'ai pas une image vraiment particulière, sinon je garde quand même des espèces de flash, si tu mhm, veux. Mais après, l'image que j'ai, c'est ce que je voyais à la télé, d'accord. c'est, euh, c'est les documentaires, Mhm, c'est les séries, quoi. Donc, j'avais une fascination, si tu veux, d'accord. quand même pour la France, surtout à travers les films. Mhm, Et donc moi, quand je suis parti, c'était la première fois que je quittais ma famille, mes parents pour un temps assez lent, mhm, assez long. Donc il y avait, si tu veux, il y avait une espèce de rupture qui s'opérait par rapport à un vécu, des repères, des habitudes. d'accord. Donc, donc forcément, j'avais une appréhension par rapport à l'intégration. Mais puis finalement, quand je suis arrivé, les choses, voilà, finalement, sont passées assez simplement, Mhm, parce que ma soeur était déjà sur place, donc elle a facilité mon intégration, elle m'a bien briefé et tout ça. Et puis en fait, quand je suis arrivé en France, ben, j'ai tout de suite commencé les cours. Donc d'accord. j'étais bien accueilli, je me suis tout de suite fait des copains. Mhm, Donc j'avais tout de suite une bande de copains. Donc du coup, j'avais pas trop de difficultés en fait. J'avais pas connu de choc culturel comme certains ouais, ouais. pouvaient l'expérimenter quoi. Pour moi, ça a été finalement assez simple, D'accord. si tu veux. Et je pense aussi que l'éducation a joué quelque part, parce que bon, certes, j'ai une éducation malagache, Mhm, mais comme j'ai été dans une école française ici à Madagascar, soit mhm, donc à l'école, au collège, au lycée, et puis bon, les parents nous ont éduqués aussi un peu à l'occidental, hein, enfin, ils nous parlent d'accord. français et tout ça. Donc ça a un peu aidé hein, quelque part. Et puis donc, pour moi, si compliqué par rapport à l'intégration. D'accord, d'accord, Voilà. parfait. Donc voilà, j'ai pas eu de difficulté à m'adapter, à organiser mon nouvel écosystème, à trouver de nouveaux repères. Voilà. Au contraire, finalement, pour moi, c'était assez excitant quoi, de vivre cette nouvelle aventure à l'étranger, en France. Et justement, concernant, tu disais que tu n'avais pas forcément eu du mal à trouver des nouveaux repères. Euh, Est-ce que, par exemple, tu avais ce besoin, comme certains, de te retrouver en fait avec des malgaches? Parce que c'est sûr qu'en France, il y a une grande diaspora malgache. Est-ce que toi, c'était ton cas de vouloir retrouver des malgaches, des gens qui te ressemblent, qui finalement avaient grandi à peu près dans le même écosystème que toi? Bah, en fait, moi j'avais un principe en fait très simple quand je suis parti. Je me suis dit voilà, je vais en France, je vais dans un pays étranger, donc je pars là-bas pour découvrir notre culture, Mhm, et notre environnement, donc pour explorer quoi, pour bien sûr. explorer la culture, la gastronomie française. Donc j'avais pas vraiment de raison, de motivation particulière on va dire, à intégrer, à fréquenter la communauté de la diaspora. Mhm, Pour moi, c'était vraiment naturel, quoi. Donc, d'accord. voilà, c'est peut-être que ça peut être interprété différemment, ce que je suis en train de dire par certaines personnes. Hein. Après, pour moi, c'était voilà, c'était mon fonctionnement. Bien sûr. J'étais à l'aise par rapport Mhm, à ça, donc voilà quoi. Les seuls, on va dire, les malgaches que je côtoyais, c'était mes amis en fait de Madagascar qui sont là-bas, bien donc sûr. je les voyais souvent. Mais j'étais pas impliqué si tu veux, dans des événements, voilà, quoi, Mhm, dans des soirées de la mhm. diaspora. C'est pas, voilà, ça faisait pas partie vraiment de mes habitudes. D'accord. Non, mais si ça peut te consoler, entre guillemets, dans ce que tu dis, il y a beaucoup de gens, quand ils voyagent, moi par exemple, j'ai beaucoup voyagé, c'est pareil, ils veulent pas rester entre Français, parce que justement, ils disent, si je suis partie de France, c'est pas pour retrouver des Français à l'étranger. Après, il y a toujours deux écoles quand on voyage. Il y a l'école de ceux qui veulent vraiment retrouver leurs valeurs, parce que pour eux, c'est compliqué de s'intégrer avec d'autres nationalités, qui veulent en fait Hmm. retrouver des gens qui leur ressemblent. Et tu en as d'autres qui veulent complètement briser ce schéma et être avec les locaux. Et finalement, parfois, avec les locaux, c'est compliqué de s'intégrer.
Effectivement, après, c'est un choix, en fait. C'est Moi, ça. tu sais, voilà, quand je suis parti, je savais même pas, franchement, je savais même pas l'existence de la communauté malgache. Mhm. Voilà, c'est sur C'est place ça. que j'ai Mhm. commencé à découvrir, on en Bien parlait. sûr. Et puis, bon, je me suis dit, bon, enfin, j'avais des copains qui étaient actifs Mhm. dans ces communautés-là et qui me proposaient, mais moi, je me suis dit, bon, franchement, ça m'intéressait pas, quoi. Je menais ma petite vie d'étudiant tranquille, Bien sûr. donc voilà, j'étais bien comme ça, et puis voilà, quoi. D'accord. D'accord. Parfait. Voilà. Et justement, après toutes ces années en France, qu'est-ce que ça t'a appris, la France? On dit toujours qu'une expérience à l'étranger, ça nous change, que ce soit à un niveau personnel ou à un niveau professionnel, ou toi, dans ton cadre de tes études. Toi, qu'est-ce que ça t'a appris et qui aujourd'hui peut encore être une leçon que tu as apprise grâce à la France? Déjà, partir étudier à l'étranger, c'est un privilège, quoi. Déjà, pour nous, Mhm. surtout à Madagascar, on a Bien sûr. l'opportunité de partir, c'est un privilège parce que ça t'offre un champ des possibles énorme. Euh, Encore faut-il savoir exploiter toutes ces opportunités qui te sont offertes. Mhm. Donc moi, quand j'ai vécu à l'étranger, en fait, j'ai beaucoup galéré, hein, comme beaucoup d'étudiants, Mhm. Bien sûr. beaucoup de galères, mais moi, j'ai vécu à fond, en fait, ces expériences-là, qu'elles étaient bonnes ou mauvaises. Voilà, D'accord. je les ai vécues à fond. Moi, ça m'a forgé, ça m'a permis, en fait, d'avancer. D'accord. Et moi, ce que j'ai appris déjà, c'était, euh, c'était l'humilité. Ça m'a appris vraiment à avoir beaucoup d'humilité dans tout, quoi. Euh, voilà, ça m'a appris à être résilient, Mhm. à être discipliné aussi, les études, voilà, donc ce que je faisais parce que je me suis Mhm. rendu compte que voilà, finalement, c'était pas donné à tout le monde, donc voilà, il fallait que je sois, voilà, que je sois discipliné, que je sois rigoureux, Mhm. euh, et ça, c'était des choses que j'avais, c'était si tu veux, des qualités que j'avais pas, donc j'ai dû Mhm. vraiment travailler sur tout ça. Ça m'a permis aussi d'avoir de l'empathie pour les autres. D'ailleurs, ce mot-là, l'empathie, je l'ai découvert en France, quoi, D'accord. pour te dire. Donc, voilà, et puis surtout, ça m'a permis d'avoir une certaine ouverture d'esprit. Parce que j'ai côtoyé au-delà des Français d'autres Mhm. nationalités, j'ai Bien découvert sûr. d'autres cultures. Donc là, je te rends compte que tu n'es pas le seul voilà, sur cette terre, il y a d'autres cultures et d'autres Mhm. façons de penser. Donc ça, donc ça fait partie vraiment des apprentissages pour moi qui m'ont, euh, qui m'ont enrichi. Donc si tu D'accord. veux, vraiment, ça a développé mon caractère et surtout, j'ai appris à avoir un état d'esprit de battant compte tenu vraiment des difficultés que j'ai pu traverser pendant cette période. D'accord. D'accord. Et donc, après ta scolarité, déjà, quand tu es parti pour la France, est-ce que tu savais que c'était pour un temps? Parce qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui disent non, mais je vais juste étudier, je reviens ensuite à Mada. Il y en a d'autres qui disent je vais en France et je verrai. Et il y en a d'autres qui restent en France. Toi, tu étais parti dans quel état d'esprit? En fait, quand je suis parti, j'avais aucune idée en fait si j'allais revenir ou pas. Mhm. Moi, tout ce que je voulais, je me suis dit voilà, une fois en France, je me donnerai la possibilité de pouvoir voyager après D'accord. les études quand j'aurai voilà, un bon travail, que je serai bien Mhm. payé. Voilà, c'était un peu si tu veux le rêve quoi. Voilà, ce que D'accord. j'avais en tête. Bon, les choses ne se passent pas forcément toujours voilà comme tu Mhm. veux et Bien puis sûr. au fil du temps, en fait, tu découvres des choses aussi. Donc, voilà, moi, si tu veux, j'avais vraiment pas de plan défini. Je me suis dit juste, voilà, après les études, il faut que je trouve du travail déjà. Ça, c'était la Mhm. première chose. Et puis, on Mhm. verra. Je peux trouver du travail en France ou je peux partir ailleurs, en Europe, dans un autre pays. Mais voilà. Mais moi, mon essentiel, c'était de pouvoir voyager. Et, D'accord. euh, et donc voilà, j'avais pas vraiment si tu veux, vraiment de plan établi. Il fallait que ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Voilà. D'accord. D'accord. Et donc, décidément, après la France, tu décides quand même de rentrer à Madagascar. Tu savais que tu allais entreprendre ou pas? Ben, pas du tout. Alors, en fait, quand je suis rentré à Madagascar, c'était par un concours de circonstances. Mhm. Donc, tu vois, j'avais dit tout à l'heure, j'avais fait des études hôtelières à Mhm. Strasbourg.
Et en fait, quand j'ai eu mon diplôme, je voulais, donc après ces études-là, je voulais partir aux États-Unis. D'accord. Donc, je suis passé par un organisme de placement qui te propose en fait des opportunités de travail. Donc, souvent, il y avait des possibilités en management training, c'est-à-dire Mhm. qu'on te forme et en même temps, donc, tu, tu es payé et par la suite, tu peux éventuellement, ensuite, après un management training qui peut durer 6 mois dans un hôtel, tu peux obtenir un poste à responsabilité. Donc moi, j'ai postulé par rapport à ça. Mhm. Et en parallèle, en fait, j'avais trouvé une mission en freelance parce qu'il fallait que je gagne donc, un tout petit peu ma vie, Bien sûr. le temps de trouver, voilà. Donc j'ai trouvé une mission en freelance dans la qualification de fichiers D'accord. que je faisais, donc à l'époque, je faisais déjà ça, enfin, je faisais ça en télétravail D'accord. chez moi. Et donc j'étais bien payé, c'était très bien payé. Mhm. Et puis, donc, mon passeport a expiré et donc il fallait que je rentre à Madagascar. Et D'accord. donc, je suis rentré à Madagascar, j'ai continué ma recherche, on va dire, d'opportunités aux États-Unis. Mhm. Et puis là, j'en ai discuté, j'ai dit à mon frère, écoute, la mission, le travail que je suis en train de faire pour la qualification de, de fichiers, enfin, marchait bien, on gagnait bien, le client Mhm. voulait continuer avec nous sur du long terme. Mhm. Et puis là, je me dis, pourquoi on ne montrait pas une, une entreprise? Parce que par rapport à ce que j'étais en train de chercher aux États-Unis, il n'y avait rien qui m'intéressait en fait. Ah, d'accord. Et Ok. voilà. Donc on a échangé par rapport à ça et puis on s'est dit, OK, allez, on monte une société ensemble. Donc j'ai arrêté ma démarche de recherche d'emploi Mhm. et là, j'ai créé cette entreprise. Et dans la foulée de la création de l'entreprise, en fait, on a rencontré un troisième associé Mhm. à Madagascar qui s'appelle Al. Donc lui Mhm. aussi, il a déjà vécu en France. Donc il était plus âgé que nous. Donc on avait des complémentarités dans ce qu'on voulait faire. Parce que lui, il était D'accord. déjà dans le milieu, en fait, c'était un des pionniers du digital à Madagascar. Donc on s'est associé avec lui et on a monté donc, une société Mhm. d'externalisation offshore, donc spécialisée dans les services marketing, qui Mhm. s'appelait Progressio Outsourcing and Service. Voilà. D'accord. Donc cette expérience a duré 5 ans. Donc, en fait, ça s'est arrêté déjà à cause de la crise financière de 2008. Mhm. Donc, on n'avait plus de budget, donc ils ont dit voilà, on va devoir arrêter parce que c'est compliqué. Donc voilà, donc ils ont fermé les robinets. Et puis moi, j'étais pas. En fait, j'ai fait plusieurs erreurs de débutant parce que c'était la première fois que j'entreprenais, j'avais aucune expérience. D'accord. Donc, donc c'était très compliqué. Et puis au bout de 5 ans, bah, on a dû arrêter. D'accord. Donc voilà. Et puis par la suite, en fait, donc à la suite de ça, j'ai dû me mettre en mode consultant en freelance. Mhm. Donc dans notre activité, on a fait donc du service marketing. Mhm. On a développé un pôle digital. D'accord. Donc pendant ces 5 ans, j'ai appris sur le tas à développer. En fait, j'ai développé une certaine, on va dire, expertise en digital dans la création de sites web, Mhm. dans tout ce qui est sujet sur les réseaux sociaux. Donc je me suis mis en mode voilà, consultant pour accompagner mes anciens clients dans leurs problématiques digitaux. Mhm. Et puis, dans la foulée, en fait, j'ai essayé de me remettre en selle pour créer de nouvelles sociétés avec de nouveaux associés, mais ça n'a pas fonctionné. On n'était pas alignés sur la vision, sur la manière de travailler. Et puis D'accord. finalement, les projets ont capoté. Et puis en 2013, je me suis marié. Donc Mhm. là, quand je me suis marié, il fallait que je sois un peu plus stable. Donc, Mhm. j'ai décidé de trouver un emploi salarié parce que j'avais plus trop le choix. Hein. Tu sais, en freelance, quand j'étais consultant, les revenus Bien sûr. voilà, Il voilà, diffère d'un j'avais mois à pas de l'autre, revenus. bien sûr. Voilà. Donc, Mm. c'était très compliqué. Et là, comme voilà, j'étais marié, donc il fallait que je trouve un travail. Mhm. Donc, j'ai trouvé un boulot dans une société offshore franco-mauricienne en tant que directeur D'accord. de production.
D'accord, pour leur entité dans le marketing digital, essentiellement sur la partie content. d'accord. Et donc là, j'ai découvert vraiment le contenu marketing. Je me suis rendu compte il y avait un potentiel énorme et qu'il y avait un sujet à creuser. Donc là, j'avais un déclic. Je me suis dit, il faut que je me relance dans l'entrepreneuriat parce que j'aimais ça. J'étais déjà pas à l'aise en tant que salarié. Mhm. Voilà, je n'étais pas à l'aise là-dedans, quoi. Et puis, j'étais pas en phase en fait avec la méthode de management de la direction. D'accord, Donc, d'accord. au bout de 2 ans et demi, j'ai déposé ma démission en avril 2017. Mhm. Et puis, 6 mois après, donc en septembre 2017, je lance ma Smart Company. D'accord. Donc, c'est comme ça que voilà, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Ça s'est fait, en fait, ça n'a pas été vraiment un choix, tu sais, voilà, je me lance dans l'entrepreneuriat, mais il y avait Mhm. plusieurs circonstances qui m'ont, si tu veux, Qui qui t'ont m'ont mené là-dedans, poussé, bien sûr. qui m'ont poussé là, voilà. Et j'avais une question parce que tu disais que t'aimes entreprendre et ça c'est vraiment une question de curiosité parce que moi par exemple j'ai jamais entrepris donc je ne sais pas ce que c'est. Mais j'aimerais bien savoir qu'est-ce que t'aimes dans l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui te fait vibrer, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tu es toujours entrepreneur et que t'es pas redevenu salarié. Moi, je pense que déjà, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est la liberté Mhm. de décider. De D'accord, décider de- déjà de l'orientation que tu veux donner à ta vie professionnelle. Ça, c'est important. d'accord, Ça, c'est la première chose. Après, un truc vraiment qui me fait vibrer au quotidien, c'est d'aller chercher des clients, d'aller prospecter, d'accord. Le côté vente, de pitcher, ok. voilà, de pitcher ce que l'on fait auprès du client, de le Mhm. convaincre et de signer des collaborations. Donc ça, c'est vraiment, c'est, voilà, comme on dit, c'est ce qui me fait kiffer Mhm. à chaque fois que je me lève le matin. Et puis après, c'est aussi faire grandir des personnes, c'est-à-dire que quand je fais passer des gens en entretien, que je me rends compte que je suis en face d'un talent naissant, des Mhm. jeunes, ou même des moins jeunes qui ont un potentiel et qui peuvent faire des Mhm. choses et accompagner ces personnes pour qu'ils puissent grandir aussi dans ce qu'ils font Mhm. professionnellement. Ça aussi, c'est quelque chose que j'aime énormément. D'accord. Donc, voilà quoi. Mais et puis après il y a la liberté financière bien évidemment quand ça fonctionne. Ouais, ouais. Mais Ouais, c'est ça. Ouais. c'est il faut voilà. Je pense que après entreprendre juste pour gagner beaucoup d'argent, je pense que c'est pas une bonne motivation. D'accord. Pour moi, c'est vraiment le bonus en fait. Le profit, c'est le bonus. Mais c'est une aventure humaine finalement. Donc tu vas être entouré des gens qui partagent les mêmes valeurs que toi, Bien sûr. qui veulent avancer avec toi dans ton projet, dans ta vision. Ça, c'est quelque chose d'assez stimulant. Et pour toi, c'était certain que tu allais te relancer dans l'entrepreneuriat à Madagascar ou tu as quand même un peu hésité à où entreprendre? Bah, en fait, moi, c'était quand j'ai commencé, quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, je me suis dit, ça va être compliqué pour moi d'être salarié. Voilà, D'accord. c'est une espèce d'état d'esprit que j'avais, en fait. Donc, c'est pour ça que je me suis mis juste après en mode consultant. On m'a dit, il faut Mhm. que tu trouves du travail. Mhm. Et je me suis dit, non, ce ne sera pas possible. Je préfère être consultant, je préfère être libre de mon emploi du temps, voilà, quoi, un certain nombre on va dire, je voulais avoir toujours ce privilège, quoi, de me dire, voilà, si j'ai envie de bosser aujourd'hui, je vais bosser. Mhm. Mais Bien sûr. le plus important, voilà, c'est que je délivre, en fait. Voilà, on me dit, voilà, fais ceci, fais cela, je délivre à temps, mais je voulais être libre de mon emploi du temps, de mes décisions. Après, je me suis rendu compte, hein, j'ai été consultant à peu près 2 ans, je crois, Mhm. que c'est très compliqué financièrement. Donc, D'accord. une fois que tu es marié, ben, tu n'es plus tout seul, tu vas engager une famille. Bien sûr. Donc forcément, il fallait que je sois salarié. Et c'était une belle expérience. J'ai été Mhm. salarié, T'as c'était une belle appris. expérience. Mhm. J'ai appris, j'avais une très belle équipe. Mhm. Mais voilà, il y avait des choses dans lesquelles je n'étais pas en phase. Je me suis dit, voilà, si je monte une entreprise, je fais vraiment les choses différemment de ce que je suis en train de vivre ici. Parce que voilà, j'étais dans la direction, mais je n'avais pas mon mot à dire sur comment diriger
enfin, l'équipe, voilà, il y avait certaines pressions sur la manière de faire, donc ça, j'ai pas Mmh. aimé, quoi. Donc, D'accord, j'avais besoin de certaines libertés, et puis, euh, et puis voilà. Donc, d'accord, aujourd'hui, je pense que voilà, il y a des personnes qui sont, à mon avis, hein, des personnes qui sont faites pour entreprendre. bien sûr. Et sans prétention, je me dis peut-être que je suis partie de ces Oui, personnes-là, bien quoi. sûr, bien sûr. Bah, Voilà. si tu es toujours épanoui aujourd'hui, j'imagine que c'est parce que tu es fait pour être entrepreneur. Bah, certainement, je suis content de me réveiller tous les jours. C'est ça? Mmh. Voilà, donc pour moi, c'est le plus important. Voilà. Et concrètement, quand tu as lancé Ma Smart Content, comment se sont passés les débuts donc, tu as démissionné, tu as lancé ta boîte. Comment ça se passe quand on lance sa boîte? C'est quoi les premières étapes? euh, Quel est vraiment la genèse de l'entreprise? Comment ça se passe? Alors moi, en fait, quand j'ai lancé ma Smart Content, euh, dans mes premières expériences, j'étais très mou, j'étais très fébrile par rapport à la vente. D'accord. En fait, voilà, donc voilà, j'étais plus focus sur le, si tu veux, sur le service que je pouvais offrir, Mhm. voilà, et moins dans la recherche de clients. D'accord. Donc là, je me suis dit, ok, il faut que je sois très agressif sur la partie sales, sur la partie Bien sûr. commerciale. Mhm. Et il y avait une grande différence aujourd'hui, enfin, en 2017, il y a 10-15 ans avant, c'est Mhm. que à l'époque, LinkedIn existait déjà, mais LinkedIn n'avait pas la puissance qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire pour trouver les clients, pour prospecter, D'accord. pour pouvoir être visible. Et c'est quelque chose qui fait la différence. Donc moi, je me suis servi vraiment des réseaux sociaux, essentiellement de LinkedIn, pour prospecter, pour trouver mes premiers clients. Et j'ai D'accord. aussi commencé par faire un site internet, ça c'était très important, il fallait avoir un Ok. site. Donc je me dis, voilà, je vais vraiment travailler sur mon site, le référencer, Mhm. et parce que les premiers clients, déjà, ils vont voir qui tu es, donc Bien sûr. un site c'était important. Mhm. Donc j'ai essayé vraiment de faire un site assez soigné, D'accord. et j'ai commencé à prospecter en juillet, et Mhm. j'ai eu mes premiers clients en fin août. Et donc Donc c'était après rapide. septembre, voilà, et ça allait très vite. Et puis, dans la foulée, j'ai dû recruter, j'ai investi dans du matériel, j'ai loué un local, et D'accord. donc ça allait très vite, quoi. Et j'ai pas investi énormément, en fait, je veux dire, au début, hein, moi, c'était vraiment, je me suis dit, voilà, je, je mets le minimum de fonds, Mhm. mais voilà, il faut que déjà j'arrive à avoir des clients. Donc, j'ai juste D'accord. investi dans la création de site internet et dans mon abonnement sur LinkedIn, quoi, enfin, un abonnement premium. Et Mhm. puis voilà. Et puis après, avec ce que je gagnais avec les premiers clients, j'ai pu investir dans du matériel. Mhm. Et comme je me suis réassocié avec mon frère a vu que ça fonctionnait bien. Lui, il est investisseur. Il m'a dit, OK, je mets des billes dans la boîte, Dans la boîte. et on est Mhm. devenus associés. Voilà. D'accord. D'accord. Parce qu'au début, tu t'es lancé tout seul alors. Au tout J'étais tout début. seul. Et lui, il D'accord. attendait de me voir. En fait, il m'a dit, OK, vas-y, lance-toi. Et puis, si ça marche, je, j'investis là-dedans. Donc, moi, D'accord. j'avais pas beaucoup d'argent, en fait, Mhm. pour investir dans l'achat de PC, de portable et tout ça. Donc, c'est lui, par la suite, qui a, qui a investi. Donc, ça a commencé comme ça. Et puis, voilà, quoi. Après, on a commencé à avoir des clients, et puis le recrutement. Voilà. Et puis, en parallèle, j'ai travaillé sur la vision, la culture de l'entreprise et les valeurs de l'entreprise. Mhm. Car en fait, j'étais persuadé que c'est des fondamentaux structurants pour la boîte. Mhm. Et aujourd'hui, je me rends compte que vraiment, ça valait la peine de mettre tout ça en place mon amont, parce que ça apporte ses fruits, quoi. D'accord. Et justement, concernant le recrutement, j'ai échangé déjà avec plusieurs entrepreneurs qui me disaient notamment que recruter, c'était assez compliqué à Madagascar. Toi, tu es dans un secteur quand même, le marketing. Euh, je ne sais pas si tu trouves facilement des talents. Ça, c'est déjà ma première question. Et la deuxième question, c'est comment se passent les phases de recrutement chez vous? En fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué de recruter. Nous, aujourd'hui, notre cœur d'activité, c'est la rédaction de contenu. Mhm. Donc,
on recrute beaucoup de rédacteurs. D'accord. Et donc, c'est assez compliqué parce que c'est un métier, c'est un secteur d'activité qui est, comment dire, qui est, qui a le vent en poupe en fait. C'est-à-dire qu'il y a Mhm. plein de jeunes qui se lancent là-dedans, il y a Bien sûr, une forte demande, bien sûr. mais les compétences ne sont pas, enfin les compétences ne sont pas au rendez-vous quoi. Mhm, Voilà. mhm. D'accord, Donc c'est assez compliqué, on a un turnover assez élevé d'accord, parce que la difficulté c'est qu'il n'y a pas ici il n'y a pas de formation vraiment en, en rédaction, donc les jeunes apprennent directement sur Internet. Euh, d'accord, Après, il faut avoir aussi un bon niveau de français, hein, ça c'est la base. d'accord. Donc tout ça, voilà, donc ça fait que c'est assez compliqué de trouver, voilà, trouver des profils. Nous aujourd'hui, on a lancé une formation en rédaction depuis l'année dernière pour Mhm, former vraiment des jeunes qui veulent se lancer ou des moins jeunes mhm. qui veulent se reconvertir, pour les former à nos méthodes et à nos standards de qualité. Voilà. D'accord. Donc, et c'est vrai que on a beaucoup de demandes hein, Mhm. d'inscription, mais il y a très peu qui sont retenus à la fin. Donc, c'est un gros challenge. Donc, pour nous, pour les recrutements, on est passé au début par un cabinet hein, pour certains profils. D'accord, On est passé par un cabinet de recrutement. Après, maintenant, aujourd'hui, on essaie de faire nous-mêmes le recrutement et voilà, donc moi, personnellement, je recrute quelqu'un d'abord sur la personnalité, parce que ça, c'est très important. Il y a des mhm. choses qu'on peut former, nous, en interne. Donc, si je vois quelqu'un qui est très motivé, qui partage nos valeurs, donc ça, c'est vraiment c'est très important pour nous. Mais c'est un vrai challenge aujourd'hui, le recrutement de Madagascar, parce qu'il y a, il y a un gros souci par rapport à la formation. Mhm. Euh, ce qui est enseigné aujourd'hui à la fac n'est pas en adéquation avec ce que les entreprises recherchent en termes de Recherche. Mhm. profil, en termes de compétences. Et aujourd'hui, vous avez que des locaux dans l'entreprise ou vous avez aussi fait appel à des gens qui, par exemple, viennent d'ailleurs, des freelances. Bah, on travaille avec des locaux, on est Mhm. une vingtaine de collaborateurs en locaux et puis on travaille également avec des freelances, à peu près une D'accord, quinzaine de freelances qui travaillent avec nous. Voilà. Donc d'accord, c'est assez équilibré. d'accord, d'accord, parfait. Et concernant le turnover, ça pareil, c'est quelque chose dont j'ai beaucoup entendu parler, que il y a beaucoup de court terme dans la mentalité malgache. Qu'est-ce que tu as mis en place? Tu parlais tout à l'heure de la culture d'entreprise, ça on en parle beaucoup en ce moment, surtout après le Covid, pour pas que les gens partent, que les gens soient fidèles à leur entreprise. Toi, au niveau de la culture d'entreprise, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus? Oui, donc en fait, nous, enfin, pour moi, la culture d'entreprise, c'est quelque chose que je voulais, sur lequel c'est un sujet qui me tient à cœur. Donc j'ai mis ça en place dès le début. Mhm. C'est-à-dire que j'ai instauré des rituels pour essayer vraiment de créer de la cohésion au sein D'accord. de l'équipe et aussi, pour moi, ce qui est important, c'est le bien-être en fait, parce que je me suis rendu compte que lorsqu'on est bien là où on est, ben, on n'a pas envie de partir ailleurs. Bien C'est sûr, essentiel. Au-delà de la rémunération, bien sûr. voilà, et c'est vraiment c'est notre challenge. Et donc, nous, on a instauré des rituels, on va dire, assez réguliers. Mhm. Comme par exemple, tous les lundis matins, on partage le petit déjeuner ensemble, toute D'accord, l'équipe. Tous les mois, on fait une sortie resto. d'accord. J'essaie de faire découvrir des restos à Tana. C'est pas forcément, je veux dire, des habitudes pour certains. Donc, on leur donne un peu l'occasion de découvrir certains restos. Hein. Et puis moi, comme j'aime bien la gastronomie, j'aime bien manger, Mhm. donc Ouais, ça c'est tu quelque nous chose que avais j'aime dit. bien Ouais. partager Mhm. avec l'équipe. D'accord, Euh, voilà, on fête les anniversaires, enfin, tous les d'accord, anniversaires. Et puis tous les ans, on a on va dire, deux journées, une ludique et puis une à vocation sociale. Donc on va aller, Mhm. on va faire une sortie où
On va aller visiter, ça peut être une asso qui s'occupe d'orphelins, qui voilà. Et puis on a aussi une journée ludique où on va aller faire comment dire, des sorties sportives. Voilà quoi. Donc D'accord, on a un tout petit peu arrêté pendant la période Covid, mais cette année on va essayer de reprendre tout ça. d'accord. Et est-ce que c'est quelque chose qui se fait dans d'autres entreprises à Madagascar, dans des entreprises locales? Est-ce que c'est quelque chose que tu as vu, toi, au cours de tes expériences, ou est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi aujourd'hui, ou bien tu as l'impression que c'est quelque chose qui n'existe pas vraiment encore à Madagascar? Bah, je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui aujourd'hui qui ont compris l'intérêt de fidéliser leurs collaborateurs, donc ils organisent voilà, ils organisent, enfin, ils travaillent beaucoup sur la culture d'entreprise. Mhm, Ils organisent des événements hein, comme nous, on fait des team building et tout ça, quoi. bien sûr, bien Donc, sûr. oui, enfin, je pense que si les entreprises ont les moyens, bah, ils le font. Mais il y a de plus en plus d'entreprises, en tout cas, qui ont compris vraiment la nécessité de miser sur le capital humain, donc de fidéliser leurs collaborateurs. Et toi, au niveau de ton entreprise, comment les employés vivent un peu cette culture d'entreprise? Quel est leur feedback un peu par rapport à ça? Bah, écoute, ils sont contents. Hein. Je pense que, Mhm, je veux dire, euh, on leur permet de vivre quand même des moments assez sympas au-delà du travail, parce qu'on bien est quand sûr. même, c'est un travail où il y a beaucoup de pression, hein, beaucoup Mhm, de pression mhm. sur la qualité attendue par le client, sur un aspect des livraisons. Donc, à un moment donné, avoir cette petite bouffée d'oxygène, de pouvoir sortir, de pouvoir se retrouver dans un autre contexte, ça leur fait du bien. Ça leur fait du bien. Et c'est vrai que moi, les feedbacks que j'ai quand il y a des personnes qui essaient de nous quitter, c'est qu'ils sont contents vraiment de ce qu'ils ont vécu humainement au sein de ma Smart Content. Mhm. Donc ça, pour moi, c'est vraiment, je veux dire, la mission est réussie par rapport à ça. À chaque fois que les personnes disent, voilà, ils vont partir voilà, parce qu'ils ont des raisons personnelles de partir, hein, Mhm, bien ils sûr, ont envie de bien faire sûr. autre chose. Mais au moins, ils se disent, voilà, ici, voilà, on est bien chez ma Smart Content. Et voilà, quoi. Donc ça, pour moi, c'est au moins réussi par rapport à ça. D'accord, d'accord. Et le dernier thème que je voulais aborder avec toi, c'est l'adaptation à... Parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu travaillais majoritairement avec des locaux. Oui. Ça, il y en a beaucoup qui disent que c'est très compliqué. Il y en a d'autres qui disent non, mais je connais les Malgaches, je suis Malgache, j'ai grandi à Madagascar, donc je sais comment interpréter quand je leur délivre une tâche, quand ils n'ont pas compris, etc. Toi, est-ce que déjà t'as eu besoin de t'adapter à la mentalité malgache quand tu as entrepris ou pas? Ou alors, en tant que malgache, tu savais déjà travailler avec des malgaches? Bah, écoute, maintenant, en tout cas, maintenant ça se passe bien. Mhm, Voilà, enfin, je veux dire, au début, c'était plus compliqué. Au début, c'était plus compliqué parce que quand je suis arrivé, ben, je me suis lancé directement dans le grand bain de l'entrepreneuriat. Donc, du coup, bon, j'étais assez naïf. Je suis rentré avec une certaine mentalité, tu vois, occidentale. Quand tu arrives ici, les choses sont complètement différentes. bien sûr. Euh, Mhm, donc moi, le premier truc où j'étais très mal à l'aise quand je suis arrivé, c'est déjà parce que j'avais beaucoup à faire avec l'administration. Hein. mhm. Donc c'était le backshish. C'est-à-dire que dans tout ce que tu fais, il fallait que enfin, il te demandait en fait, voilà, de laisser un peu d'argent Mm. Que tu sois il plus demandait des généreux. dessous de table. Voilà, donc ça c'était Ouais. pour moi c'était très compliqué à gérer. D'accord. Donc moi j'avais un principe, je dis voilà, je fonctionne pas comme ça, donc euh, je préférais patienter si nécessaire, si je devais attendre un papier, mais voilà, je ne jouerais pas à ce jeu-là. D'accord. Donc il y avait ça. Ensuite, il y a les personnes aussi, ici, c'est très courant, c'est les personnes qui disent jamais non. Mhm, C'est-à-dire qu'ils disent mhm, toujours oui, mhm. mais au fond derrière, ils ne sont pas forcément d'accord avec toi, ou ils ne vont pas forcément suivre, en fait, ils vont pas, voilà, ils vont pas aller dans le sens de ce qu'ils avaient dit. D'accord. Donc ça, au début, enfin, dans le milieu surtout du travail, dans le milieu professionnel, c'est assez compliqué, quoi, parce que là, tu vas discuter avec un gars, il va te dire oui, et finalement, bah,
il va pas forcément respecter en fait sa parole. Donc c'est un peu le D'accord. respect de la Oui, parole oui. donnée. Donc ça c'est aussi quelque chose qu'on rencontre assez souvent. Et puis le manque d'engagement des gens. C'est-à-dire que les gens ne s'engagent pas, ils te disent, voilà, c'est un peu, c'est-à-dire qu'ils disent, voilà, ils vont s'engager dans quelque chose, Mhm, et puis ils vont pas jusqu'au bout. Ça peut être le respect d'un deadline, d'un deadline. Ils te mhm. disent, voilà, ok, ça va être, je vais pouvoir livrer ça ce jour-là, et puis finalement, ben, le moment venu, la personne dit, ah, finalement, je n'ai pas pu terminer parce que ceci, parce que cela. Donc, et ça, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué avec les. Il y a un manque de transparence, d'honnêteté. Enfin, après, je veux dire, il y a des exceptions, hein, mais vraiment, Bien sûr, c'est de bien manière sûr. générale. Et donc, ça, c'est compliqué, vraiment. C'était au tout début. Aujourd'hui, bon, je sais maintenant comment ça fonctionne. Hein, une fois que tu as D'accord. compris et que tu acceptes que voilà, ça se passe comme ça, ben, c'est plus facile à gérer. Mais est-ce que tu l'acceptes ou tu essayes de contrer un peu, de contrer un peu cette mentalité et de la modifier? Bah, écoute, j'essaie surtout de prendre les devants, en fait. Voilà. D'accord? J'anticipe, je prends Oui, les c'est devants, ça. j'anticipe, et puis j'essaie de modifier. Quand je peux modifier, j'en parle à la personne, tu vois. J'essaie D'accord. d'expliquer à la personne que c'est pas la bonne manière de faire. Mhm, Voilà. Je pense mhm. que on est là aussi, on a ce rôle-là, c'est-à-dire pour faire évoluer un peu les Bien sûr. mentalités. Mhm. Tu vas pas juste dire accepter que c'est comme ça, et puis, euh, et puis voilà, quoi. Donc, euh, ça m'est arrivé, hein. Enfin, il y a des personnes avec qui j'ai l'habitude de traiter, qui sont devenues des proches, mais qui fonctionnent comme ça. Donc, je leur dis, écoute, c'est sur du long terme, ça va pas être tenable. Donc, il faut quand même changer un peu. Voilà. D'accord, d'accord. Euh, mais c'est compliqué, c'est compliqué. Et aujourd'hui, donc le bilan de ma Smart Content, comment tu te sens euh, par rapport à ton entreprise, par rapport à tes employés, voilà, par rapport à ton expérience d'entrepreneuriat à Madagascar? Est-ce que tu es heureux? Est-ce que tu es épanoui de ce que tu fais aujourd'hui? Oui, je suis vraiment heureux, épanoui, je suis content de l'équipe avec qui je travaille. D'accord. Vraiment, c'est des personnes vraiment chouettes. Moi, je suis très optimiste par rapport à Mhm, ce qu'on est en train de faire. On a fait de très bons résultats l'année dernière. mhm. Euh, donc, on avance vraiment dans le bon sens. Euh, voilà. Donc, moi, vraiment, j'espère que l'équipe aussi est épanouie. Mhm. C'est pas évident hein, tous les jours, c'est pas évident tous les jours. Mais nous, on a une vision. Donc, c'est vraiment aujourd'hui de nous imposer aussi dans notre secteur d'activité, de D'accord. nous dire que on peut avoir notre place et se dire qu'une entreprise 100% malagasy, donc la Mhm, Calito mhm. Malagasy, peut aujourd'hui s'imposer dans, dans notre secteur d'activité et voir au-delà, quoi. D'accord, Au-delà de d'accord. Madagascar. Bien sûr, Voilà. bien sûr. D'accord. Alors pour terminer, j'avais trois petites questions pour toi. La première, c'est quels sont tes conseils pour avoir une vie épanouie à Madagascar? Donc comme je te l'ai dit, ce podcast, il s'adresse surtout aux jeunes et moins jeunes hein, qui n'habitent plus à Mada ou qui ne connaissent pas forcément Madagascar. Toi, si tu devais leur donner des conseils pour qu'ils soient épanouis, qu'est-ce que tu leur dirais? Écoute, déjà, être épanoui, c'est chacun a sa propre définition Bien sûr. de son épanouissement personnel, quoi. Mhm, Mais je vais essayer de donner une réponse un peu, on va dire, standard hein, pour un jeune de la diaspora qui souhaite rentrer à Madagascar. Déjà, c'est mhm, de s'assurer de trouver un travail qui lui plaît et mhm. qui soit bien rémunéré. Je pense que ça, c'est important, que ce soit pour un jeune ou un moins jeune. Ensuite, une fois sur place, je veux dire, ou même avant, c'est Mhm. de s'assurer déjà d'avoir une vie perso et pro équilibrée. Je D'accord. pense qu'avoir cet équilibre-là, c'est très important. Après, à chacun de savoir comment je peux avoir une vie équilibrée, mais c'est de s'assurer que ma vie professionnelle n'empiètera pas sur ma vie personnelle Bien et sûr. vice-versa. Bien sûr. Donc ça va dépendre si tu es marié, si tu n'es pas marié, si tu es, voilà, quoi. Et je pense que le troisième point, c'est d'être bien entouré par une famille sur place, si tu as de la famille à Madagascar, par des amis et par les collègues, les futurs collègues de travail. C'est vraiment avoir
voilà, pour être bien entouré. Je pense que déjà, si la personne arrive à réunir ces trois points-là, moi, c'est mon conseil. Ce qui Mhm. peut, parce que pour moi, ce serait pas trop compliqué hein, si on arrive à bien se préparer. Mhm. Ben, déjà, ça peut être un bon début pour être épanoui à Madagascar. D'accord. Deuxième question, qu'est-ce qui te retient aujourd'hui à Madagascar? Ben, moi, ce qui me retient déjà, c'est ce que je suis en train de faire. C'est-à-dire que Mhm. je suis entrepreneur, j'ai mon travail ici, j'ai beaucoup de projets ici pour Madagascar. Donc, et puis, bon, j'ai la famille ici. Hein. Mhm. Donc, c'est ce qui me retient, en fait. C'est ce qui me fait avancer, c'est que j'ai envie de faire des choses via cette société, via mon activité pour Madagascar. D'accord. Je pense que chacun devrait apporter sa petite brique à l'édifice et ça peut changer les choses. Quoi. Voilà, donc c'est ce qui me retient aujourd'hui. D'accord. Et la dernière question, c'est s'il y a quelque chose qu'on n'a pas abordé, que tu aimerais partager, un message, une maxime que tu aimes bien, voilà, ce que tu veux. Ok, alors je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager, mais moi en fait, euh, on a vécu tous le Covid, hein, et même nous à Mhm. Madagascar, on le vit encore aujourd'hui. Bien sûr. Euh, mais je pense que ce Covid nous a permis de réfléchir et de nous rendre compte que tout est vanité finalement, que tout est éphémère, qu'on peut perdre un proche comme ça du jour au lendemain. Donc moi, ce que j'aimerais partager à l'audience, à ceux qui nous écoutent, Mhm. c'est de faire, enfin, si vous entreprenez, c'est de faire quelque chose qui a du sens, qui a un impact dans la vie des gens, sur vos collaborateurs, voilà, sur les clients, sur la Mhm. communauté. Euh, voilà, c'est de faire quelque chose qui ait du sens, c'est d'être altruiste. Mhm. Voilà, c'est pas juste de faire, voilà, faire quelque chose pour vous, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans un autre domaine en fait. Parce que aujourd'hui, on a besoin vraiment de- d'être présents les uns pour les autres. Mhm. Et, euh, et, euh, et donc voilà. Donc je pense que pour moi, c'est le message que enfin, j'aimerais partager en toute humilité à l'audience. D'accord, d'accord, Voilà, ceux qui nous écoutent. Voilà. d'accord. Bah, merci beaucoup, Mien, merci beaucoup pour ton temps. Et puis, Merci à toi so much. je te dis à bientôt. Ça y est, c'est la fin de l'épisode. Bravo, vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici et j'espère que cet épisode vous a plu. Aussi, j'en profite pour vous demander de noter cet épisode sur votre plateforme d'écoute, cela me permet de le faire connaître. Et bien sûr, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Malabage.